Bonjour tout le monde, bienvenue dans Industrie des possibles, l'émission dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier, peut-être dans le domaine de l'industrie. C'est une émission en partenariat avec Opco2i et l'étudiant. Et j'ai le plaisir de vous présenter non pas une, mais des industries aujourd'hui qui recherchent non pas un profil, mais un état d'esprit, et avec l'ambition de créer la société de demain. En résumé, l'industrie, c'est un peu l'avenir de l'économie française, on va dire. Alors, pourquoi pas toi? Mon invité du jour, c'est Jean-Luc François. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'ai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On débute cette émission avec notre première partie, le qui est. Ça va être assez dense, on va dire, de présenter l'entièreté de qui vous êtes, Monsieur François, mais j'aime bien dire que vous êtes un serial modeur. Vous avez exercé avec énormément de casquettes et on y reviendra. Vous représentez aujourd'hui cette filière habillement de la mode et du luxe au sein donc de cette branche professionnelle qui regroupe les fabricants, les artisans, les professionnels qui créent les vêtements de demain, ceux d'un jour comme ceux de tous les jours et qui contribuent à ancrer la France un peu plus dans la mode, dans le luxe comme capitale de la mode. Un univers en pénurie de talents, on va en parler, avec plus de 80 métiers différents et près de 10 000 postes à pourvoir chaque année. Donc Monsieur François, parmi vos fonctions, vous avez lancé votre propre marque. Vous êtes également le directeur général et fondateur de l'association Jean-Luc François qui propose des ateliers, des semaines de découverte, un incubateur et maintenant des cursus aussi pour apprendre et notamment qui visent les publics en difficulté. Exactement. Votre objectif était de faire découvrir cet univers. Alors présentez-le nous en quelques mots. Alors cet univers, moi j'ai eu la chance de le découvrir il y a très très longtemps. Je suis heureux aussi d'être sur ce plateau parce qu'on parle d'éducation nationale, de formation. Depuis tout à l'heure, j'ai vu énormément de stands extrêmement intéressants. Et moi, à mon époque, je n'ai pas pu profiter de tout ça. Voilà. Donc, j'ai pas pu faire d'études, j'ai pas pu apprendre. Et en fin de compte, qui m'a appris? Ce sont les créateurs de mode, des personnes qui travaillaient le luxe ou les artisans d'art. Voilà. Donc ça, c'est important parce que cette transmission, moi, je l'ai eue très jeune, grâce à la Maison Saint-Laurent en premier, déjà, à Gianfranco Ferré aussi, puis à d'autres créateurs de l'époque qui venaient d'atterrir sur le marché de la mode qui était inconnu à l'époque. Ça veut dire Claude Montana, Thierry Mugler, etc., toutes ces grandes marques. Et j'ai découvert vraiment ce travail de la main, de cette transmission, mais ce travail aussi des métiers d'art. Parce que le luxe, en fin de compte, ce sont des personnes qui travaillent de leurs mains. Et vous êtes tombé amoureux de cet univers? Alors, je suis tombé amoureux de cet univers parce que, pour vous dire la vérité, j'étais pas très très doué à l'école, j'étais plutôt nul. Mais en fin de compte, j'étais nul parce que ce qui me plaisait, c'était de travailler de mes mains. Donc, je savais pas trop où me placer dans ce monde. Et c'est vrai que quand on m'a fait découvrir ces métiers de la main, je me suis dit, voilà, c'est ça mon univers. Et après, ça a été une grande aventure. Une grande aventure, on y reviendra, et notamment avec les ateliers Jean-Luc François. Est-ce que vous pouvez nous présenter notamment les cursus de formation qui peuvent intéresser les jeunes aujourd'hui? Alors, cet atelier Jean-Luc François, en fin de compte, c'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'au démarrage de ma propre marque, donc Jean-Luc François Paris, j'ai pris tout de suite conscience qu'il y avait des personnes très éloignées de l'emploi, mais qu'il y avait aussi des jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire. Et je me suis occupé tout de suite de jeunes qui étaient en rupture scolaire et en rupture familiale. Et je leur ai fait découvrir ces métiers de la main et ça a été une vraie révélation pour ces jeunes. D'ailleurs, depuis, ils ont grandi. Et certains ont repris des maisons de maîtres d'art. Donc ça, je trouve ça une belle aventure. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi que des personnes qui partaient à la retraite, il n'y avait pas de personnes qui prenaient la suite. Ou alors, les personnes qui arrivaient étaient tellement jeunes, il manquait une passerelle entre le départ à la retraite et les jeunes qui arrivaient. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer l'association Jean-Luc François
pour accompagner les personnes sur les métiers d'excellence de la couture. Et j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par Opcalia, puisque tout à l'heure, on s'est rencontrés à nouveau. Et à l'époque, ça s'appelait Opcalia, qui nous ont accompagnés sur ces formations d'excellence. Mais derrière nous, il y a eu aussi la Fédération française du prêt-à-porter féminin, l'Institut national des métiers d'art, le groupement de la fabrication française, vraiment toutes les instances autour de la mode. Donc on a commencé à former des personnes éloignées de l'emploi, des personnes de tout âge. On prend très peu de personnes parce qu'on a envie de bien s'occuper d'elles. Et on a lancé ce cursus et on a eu tout de suite des résultats. Mais les résultats, c'était aussi le fait qu'on avait des personnes extrêmement, comment dirais-je, motivées. Et on avait aussi de l'autre côté en face des maisons qui étaient réellement en attente de personnes formées. Voilà. Donc une formation qui s'appelle Couture et métiers d'excellence, qui a été lancée en 2015 et qui est prestigieuse aussi de par le nombre de personnes à qui cette formation est réservée. Je crois que c'est 12, c'est ça, par an ou par session? Oui, par session, exactement. C'est des personnes, nous sommes 12 apprenants ou apprenantes, parce que nous ne sommes pas une école, hein, on est vraiment avec des adultes, entourés d'adultes. Alors aussi, ce qui nous a intéressés dans ce projet, j'ai fait appel plus à des professionnels de terrain, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des ateliers, dans des maisons de couture, des créateurs de mode, parce que j'ai des créateurs de mode qui viennent aussi enseigner. Je pensais que c'était plus rapide et plus efficace de se retrouver directement vraiment sur un plateau avec que des professionnels. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants, pour l'éducation nationale, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai grandi maintenant. Mais je veux dire, c'est vrai que par rapport à notre public, il fallait qu'on aille tout de suite sur des formateurs venant du métier, quoi. On va passer à notre deuxième partie d'émission, la météo de l'emploi. Quels sont les enjeux de l'industrie de la mode et du luxe aujourd'hui, en 2021, et notamment dans la filière couture et habillement? Alors, les enjeux, on a de la chance parce que tout le monde a pris conscience de la même chose. Alors, parfois, c'est plus compliqué dans d'autres secteurs, il y a des décalages, mais là, pas du tout. Les maisons de couture ont pris vraiment conscience qu'on avait besoin de personnes formées et que si on voulait continuer à fabriquer en France, alors, on est européen et je suis européen, mais si on veut continuer à fabriquer en France, il est vrai qu'on doit former sur notre territoire. Donc, les maisons de couture ont pris tout de suite, il n'a pas fallu les supplier pour qu'elles rentrent dans cette histoire. Et l'enjeu de ces maisons de couture, c'est de pouvoir continuer à avoir du personnel qualifié parce que à une époque, bon, je vous parle de ça il y a pas mal d'années, on était obligé d'aller rechercher pour la haute couture des personnes qui étaient parties à la retraite et qui venaient préparer les défilés haute couture. Alors elles le faisaient avec plaisir parce que ça avait été toute leur vie. Mais c'est symbolique d'une problématique de recrutement. Totalement. Et on a pris conscience de ça parce qu'il y a aussi un souci qui s'est passé très rapidement dans nos entreprises françaises, où moi je suis vice-président du groupement de la fabrication française, c'est que parfois il y a des commandes et on ne peut pas assurer les commandes parce qu'on n'a pas assez de personnes qualifiées pour fabriquer et qu'avec des situations comme la Covid l'année dernière, vous imaginez bien qu'on est dans un monde textile en dents de scie. Donc c'est vrai qu'à un moment on a beaucoup perdu. Ces maisons sont très très fières de ce savoir-faire français. Et puis ces grandes maisons sont très fières aussi maintenant de montrer ce savoir-faire. Parce qu'avant, on ne montrait pas le savoir-faire. En effet. Et quels sont les métiers qui sont le plus demandés par les maisons de couture, auxquels les jeunes peuvent peut-être commencer à se former, et par quel biais de formation? Dans nos métiers de la couture, on a vraiment besoin de personnes qui connaissent les bases de la couture. Ça veut dire mécanicien modèle. Mécanicien modèle, c'est un métier merveilleux. Ça veut dire c'est vous qui allez monter le prototype
de la collection du couturier. C'est vous qui allez monter le prototype qui va défiler aussi. Le mécanicien modèle va travailler avec toute une équipe, donc c'est passionnant. Vous allez travailler avec les personnes, bon déjà avec l'équipe du couturier et le couturier lui-même, et puis vous allez travailler aussi avec les personnes qui vont faire du patronage, qui vont faire les patronages, les essayages, etc. Donc c'est un métier passionnant, on ne s'ennuie jamais, on ne fait jamais la même chose. Comme disait M. Saint-Laurent disait toujours d'une collection à l'autre, c'est une nouvelle collection et on attaque une nouvelle histoire. Et c'est vrai que tout le monde rentrait dans cette histoire. Ouais. Le deuxième métier qui est beaucoup demandé et on en parle très 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 rarement, c'est le repassage. On trouve de moins en moins de gens qui savent repasser. Pourquoi ? Parce qu'un repassage, par exemple, repassage d'une robe en haute couture, ça peut être un repassage qui va prendre une journée entière. C'est un art, c'est-à-dire on va repasser avec des outils, on va repasser avec des formes, on ne va pas faire à repasser sur une robe ou un tailleur, etc. On ne repasse pas comme ça. Donc c'est un art. Et cet art est en train de se perdre totalement. Et je me souviens très bien à une époque, avec Opcalia, on réfléchissait énormément pour mettre en place une formation de repassage. Voilà. Alors le repassage, on peut se dire « Ah non, c'est pas génial, c'est pas glamour, c'est pas ceci, c'est pas cela ». Sauf que le repassage dans nos métiers de la couture, de la haute couture, c'est vraiment un travail de sculpteur. Parce qu'on n'écrase pas le tissu, on gonfle le tissu. Donc on resculpte le vêtement. Tel que le couturier ou la couturière l'a imaginé, effectivement, en volume. Exactement. Quels sont les codes à avoir pour intégrer ces métiers de la mode et du luxe qui semblent très inaccessibles ? Alors c'est drôle parce que vous savez, parfois il y a des questions comme ça qui vous remettent tout en... qui vous chamboulent la tête et qui vous remettent en question aussi dans vos métiers. Alors, pour vous répondre là-dessus, moi je disais, les codes, déjà, il faut être extrêmement humble. Il faut être humble, il faut écouter, il faut enregistrer, il faut apprendre. La transmission peut se faire dans le silence aussi. Voilà, donc il faut être humble, il faut être extrêmement poli. Je dirais, il faut avoir des codes de politesse. Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que les portes ne s'ouvriront jamais. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, vous allez être tout le temps en contact avec des personnalités. Vous allez être en contact avec des gens de la presse, avec des princesses peut-être, etc. Donc, il faut avoir des codes de politesse. Et ça s'apprend. Moi, j'ai appris tout ça très jeune. La mode a fait mon éducation. Et ça, c'est important. La troisième chose, c'est être respectueux. Respectueux de tout, je veux dire de tout ce qu'on va vous montrer, même les choses les plus insignifiantes, mais aussi les choses les plus ennuyeuses. Il faut être respectueux de tout ça. Ça, c'est important aussi. Il faut être curieux, parce que nos métiers, c'est de la curiosité, parce que tous les jours, c'est un nouveau métier. Donc, il faut être extrêmement curieux. Il ne faut pas baisser les bras en disant... là, par exemple, hier, j'ai une dame qui est en formation chez nous. Elle me dit, ça fait 10 fois que je recommence la même chose. Et je dis, et alors ? Je voulais savoir ce qu'elle était. Elle m'a dit, j'avance, c'est passionnant. C'est de la recherche. Donc ça, c'est important. Il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, ce n'est pas la peine. Parce que de toute manière, on est des chirurgiens. Moi, j'appelle nos métiers, nous sommes des chirurgiens du tissu. Donc, je veux dire, il faut, et de la création et du montage. Donc, il faut être extrêmement discipliné. Donc, pas bordélique. Et le mot le plus important dans tout ça, parce que quand on rencontre les grands patrons, les DRH, tout ça, etc., toutes les personnes qui embauchent, soit dans des maisons, soit chez des créateurs, ou soit dans des entreprises, c'est polyvalent. Il faut être polyvalent. Et toute la jeunesse qu'il y a sur ce grand salon, voilà, je pense que pour tous les métiers, il faut être polyvalent. Si vous êtes polyvalent ou polyvalente, je veux dire, c'est le pass qui vous fera rentrer n'importe où. Merci. On va passer à une autre partie de l'émission, le vrai du faux. Partie un petit peu plus ludique dans laquelle je vais pouvoir vous questionner avec des affirmations. Vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, selon vous, par rapport à votre expérience, bien sûr. Alors, je reprends une image, je triche, que vous m'aviez donnée. Mais les métiers d'art sont exercés par des personnes âgées, avec des cheveux blancs, des pellicules sur les épaules, enfermées dans leur atelier personnel. Je pourrais presque mettre les guillemets. C'est vrai ou faux ? C'est faux. Alors, c'est faux. Alors, je comprends maintenant votre question aussi. C'est que
quand au départ, avant de monter l'association et que je m'occupais de jeunes en rupture scolaire, rupture familiale, moi je les emmenais, je suis administrateur de l'Institut national des métiers d'art, on les emmenait découvrir donc les métiers d'art. Ouais. Métiers d'art, c'est tailleur de pierre, c'est ferronnier, c'est marketeur, etc. Et tout d'un coup, ils m'ont dit « Oh non, c'est des trucs de vieux, on ne veut pas voir ça et tout ça ». J'ai dit « Venez avec nous ». Et quand nous sommes arrivés et qu'ils ont vu des jeunes en jean avec une boucle d'oreille à l'oreille, un ordi sous le bras, etc. Je veux dire, ces jeunes, ils ont dit, mais c'est ça des maîtres d'art, parce qu'ils mélangeaient un peu tout. Je dis, ben voilà, ce sont de prochains futurs maîtres d'art, mais ce sont des jeunes qui travaillent dans les métiers d'art, et c'est des jeunes qui voyagent, qui construisent, qui travaillent avec des décorateurs, des designers, avec le monde entier. Je dis, c'est un métier passionnant. Donc, faux. Et vrai ou faux, aujourd'hui dans l'univers de la mode, il s'agit de former des nouveaux talents en associant à la fois les gestes ancestraux et les nouvelles technologies. Vrai, et c'est important, l'innovation c'est extrêmement important. L'innovation nous aide déjà alors, sur beaucoup de choses. Ça veut dire que pendant cette période longue de Covid, par exemple, s'il n'y avait pas eu d'innovation, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire. On a travaillé à distance, on a monté des collections à distance. Je veux dire, on a travaillé sur des nouvelles machines. Voilà, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Comme dans toute crise ou toute guerre, etc., il en sort toujours quelque chose de très positif. L'innovation, c'est extrêmement important aussi, si on veut aussi pouvoir vendre ses produits. Parce que vous savez très bien, j'ai fait le tour du monde, mais bon, beaucoup de produits sont fabriqués en Asie, dans le monde entier, voilà, dans les pays de l'Est, partout, en Afrique du Nord. Donc l'innovation nous permet aussi de nous rééquilibrer au niveau des prix. Ça veut dire qu'on peut travailler vraiment, ça veut dire ce savoir-faire, mais l'innovation nous permet de baisser les prix. Et je pense que c'est ça notre avenir, c'est de mixer les deux. Annuler l'un ou l'autre serait totalement suicidaire. Et vous avez des exemples d'associations des deux concrets Alors oui, alors par exemple dans la mode, là je vois, on travaille sur un logiciel qui s'appelle Clo 3D. Ça veut dire qu'on fait tout le travail en 3D pour gagner du temps, voilà, pour voir si on prend pas de mauvaise direction au niveau de la collection. Quand on travaille par exemple sur les imprimés, les imprimés, on peut les mettre tout de suite sur la maquette en 3D et on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, on peut faire fabriquer tout de suite l'imprimé. Parce que parfois, avant, on gaspillait beaucoup. Ça veut dire qu'on fabriquait des imprimés et puis on ne s'en servait pas parce qu'on était déçus. Donc ça fait partie de ces logiciels qui nous font gagner du temps et de l'argent. Après, sur ce logiciel, ça nous permet sur le vêtement de retravailler les volumes, tout ça, etc. Mais moi, tous mes créateurs qui sont chez moi et qui travaillent ce logiciel, après, ils vont à l'étage au-dessus et ils font du patronage, du réel patronage, et ils montent des toiles de collection. Mais ça leur a permis de gagner du temps et d'éviter de pouvoir baisser les prix surtout. Et ma dernière question, vrai ou faux, l'environnement n'a pas sa place dans l'univers de la mode et du luxe? L'environnement? Ça veut dire... Se soucier de la planète, faire attention à son empreinte écologique. Alors, c'est vrai que c'est une grande question. Bon, c'est sûr que ça a fait énormément de catastrophes écologiques. Hein. Par exemple, toutes les teintures qui étaient rejetées dans les rivières et tout ça, c'est une catastrophe. Bon, maintenant, je sais qu'en France, ça n'existe plus. Il y a plein de pays où ça n'existe plus. Donc c'est faux. Plus. On a été très en retard, mais je dois reconnaître que la mode a été très en avance tout d'un coup. Ça veut dire qu'on est quand même les seuls à avoir fait un grand pas, je veux dire, au niveau de cette écologie, au niveau de la fabrication, au niveau de beaucoup de choses, de récupérer... je veux dire, les matières, etc. On en est au début, mais ce début est un début rapide. Alors j'ai eu grand espoir pour me dire qu'on va faire encore mieux. Alors après, c'est vrai que ça me pose problème. J'en parle beaucoup avec mes créateurs en résidence, qui sont tous pro-écologie, pro-beaucoup de choses. Mais on se dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de fabriquer des vêtements? On fabrique plus de collections? Voilà, est-ce qu'on se promène tout nu? Non, mais ça se fait de plus en plus avec des matériaux recyclés, notamment. Voilà. Alors peut-être pas encore dans la haute couture, je ne sais pas, mais... Ah si. D'ailleurs, chez Hermès, ils ont sorti Petit H.
Petit H, c'est que de la récupération de matériaux Hermès. Et d'anciennes collections Hermès. Et d'anciennes collections, et ils font de très belles choses avec. Après, je pense qu'il y a encore réflexion à avoir, réflexion. C'est le début, mais les gens sont très... Je pense qu'ils sont sincères. Dernière partie de l'émission, le cap ou pas cap? Et donc, cap ou pas cap, ça va s'adresser à vous, les jeunes qui nous regardez. Hein, cap ou pas cap, d'intégrer la filière couture et habillement. Les 3 dernières bonnes raisons, Monsieur François, d'intégrer cette filière? Alors, les bonnes raisons, c'est que c'est passionnant. On s'ennuie jamais. Et puis aussi, cette filière couture... Bon, on parlait d'écologie, tout ça, mais on a la chance aussi d'avoir plein de nouveaux créateurs qui travaillent dans des conditions exceptionnelles et qui ont un sens au niveau du vêtement. Et je pense que toute cette nouvelle génération doit travailler avec ces nouveaux créateurs. Moi, je vois, j'ai 2 créatrices qui font toutes leurs teintures naturelles avec des plantes qui sont récupérées sur le territoire, qui font de la laine bouillie, qui travaillent et qui font des pièces hyper couture avec tout ça. Donc je pense qu'au contraire, c'est à vous les jeunes maintenant de prendre la suite et de passer le flambeau et de repasser le flambeau, etc. Et votre conseil pour ça, pour ces jeunes? Faites comme moi. C'est compliqué quand même. Oh, je sais pas. Non, l'époque n'est plus la même. Alors l'époque n'est plus la même, ça c'est clair, mais ce que j'expliquais à mes créateurs ce matin en résidence, c'est que je leur disais tout est possible, tout est permis. Voilà, il faut juste être honnête. Voilà. Et qu'il y a toujours un produit qui existe pour quelqu'un. Voilà. Et il ne faut pas faire tous la même chose. Voilà. Ça, c'est super important. Donc foncez, il faut y aller. Mais surtout être honnête. Merci beaucoup, Monsieur François. Je vous en prie. C'est donc la fin de cette émission. Plus d'informations sur le site savoirpourfaire.fr et également industrie-d-possible.fr. Et n'oublie pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?